Et notre invité est peut-être futur chroniqueur de la vente, Maître Obam, avocat barreau de Paris. Bonsoir Carlyle, je suis ravi d'être parmi vous. Merci beaucoup. Car on parle du Gabon aujourd'hui. Donc la question est la suivante, pourquoi les Gabonais sont pauvres alors que le pays est riche? Merci Carlyle. Je voudrais aller droit au but, mais je me demande si je veux d'abord répondre à la question sur à savoir pourquoi le Gabon aussi riche et un peuple aussi pauvre. En réalité, avant de venir à la question constitutionnelle qui va nous occuper, c'est une très bonne question. Et c'est d'ailleurs le contraste qui est toujours saisissant lorsqu'on parle du Gabon. C'est un pays avec une grande superficie, mais avec une population insuffisante, vraiment peu importante. Mais les richesses du sous-sol sont si importantes qu'on se demande comment se fait-il que la population soit aussi pauvre. Un artiste l'a chanté il y a une quinzaine d'années, Laure Comindon, qui disait « Pays riche et peuple pauvre ». C'est la réalité. En réalité, comment se fait-il que nous soyons dans cette situation? Il faut revenir un peu historiquement. Nous savons qu'à l'orée des indépendances, ont été institués dans nos différents pays africains des États néo-patrimoniaux. En réalité, le président Bongo Père, qui était là au pouvoir, a créé autour de lui une cour, donc des ministres, et il distribuait des prébendes à chacun d'eux, et chacun d'eux faisait de même dans ses fiefs locaux. Ce qui faisait en sorte qu'en fait, qu'il y avait une maldistribution des ressources de l'État auprès des populations. Cette maldistribution a nécessairement érodé le développement et justement l'amélioration des conditions de vie des populations. Ça a créé une bourgeoisie arrogante parce que nous l'avons, sans nous en rendre compte, les autorités sans s'en rendre compte, ont constitué trois classes. Parce qu'en réalité, il faut savoir que 10% de la population se partagent les richesses du Gabon et 90% sont totalement délaissés dans la pauvreté. Ça a créé trois classes, bien évidemment, une bourgeoisie, effectivement, de l'argent, l'argent roi, l'argent qui achète, qui avilit, qui corrompt, une noblesse et une bourgeoisie, effectivement, qui souhaite rejoindre justement la classe supérieure, qui est la classe des nobles, qui effectivement s'aplatit, qui se déjuge, qui effectivement ne rêve que d'une seule chose, d'accéder à cette classe supérieure. Et au final, le tiers-État, le vrai peuple, qui effectivement ne peut vivre qu'au crochet des autres en mendiant à cela, effectivement, sans espoir d'être un jour maître de son destin par des voies légales, justement par la reconnaissance de son travail, de ses efforts déployés. Donc en réalité, c'est ce qui s'est instauré. Et le tout est couronné par une corruption multidimensionnelle. Et nous savons aujourd'hui que ce qui a mené le coup d'État justement du 30 août 2023, la corruption multidimensionnelle et l'impunité rayante autour justement de la cour d'Ali Bongo sont des éléments qui ont provoqué cette situation-là. Et la pauvreté au Gabon est innommable aujourd'hui et nous considérons qu'effectivement il y a là la restauration des institutions qui a débuté avec le coup d'État militaire de août 2023. Et là, effectivement, un tournant historique dans la trajectoire politique du Gabon pour justement renverser cette situation de pauvreté incommensurable. D'où les réformes constitutionnelles qui ont été engagées. D'où effectivement la réforme constitutionnelle. Et la fin du régime parlementaire. Et ce débat sur la nature du régime. Ouais. En réalité, la chronique a été faite et est intéressante. Elle ne crée pas, aujourd'hui, le nouveau régime constitutionnel ne met pas en place un régime présidentiel. C'est très subtil. C'est très subtil parce que... Ni parlementaire aussi. Ni parlementaire, nous sommes en place d'un régime présidentialiste. Présidentialiste. Parce qu'en réalité, effectivement, sur les bancs de la faculté de droit, nous avons des canaux qui distinguent des régimes. Aujourd'hui, au Gabon, la constitution qui va être enlevée, donc la constitution de 91 aujourd'hui qui est en vigueur, met en place, en réalité, un régime semi-présidentiel, semi-parlementaire. Parce que nous avons quand même une Assemblée nationale qui a la possibilité de renverser le gouvernement et un président qui peut dissoudre. Là, ce sont des critères, effectivement, d'un régime semi-présidentiel ou semi-parlementaire. C'est le cas de la France, en réalité. Mais dans le cas d'un régime présidentiel, la séparation des pouvoirs, elle est stricte. Ça veut dire que le président ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale. Comme aux États-Unis, on parle de check and balances. Voilà. Or, dans ce cas, dans le régime que nous avons,
le président conserve le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale, alors que par ailleurs, l'Assemblée nationale n'a aucun pouvoir pour renverser le gouvernement. C'est une dérive selon vous? C'est une dérive autoritaire. Selon moi, c'est une dérive autoritaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équilibre des pouvoirs. En réalité, je ne suis pas le premier à le dire. Certains même qui ont fait partie des rédacteurs du projet de constitution ont effectivement écrit des livres en considérant que le régime présidentialiste, effectivement, qui encourage la monopolisation et la centralisation perpétuelle des pouvoirs, est consubstantiellement incompatible avec la séparation des pouvoirs. Ouais, c'est ce qu'on lit dans Donc, certains articles voilà, aussi. Là-bas. aujourd'hui, nous y sommes. En réalité, ce régime-là met en mal l'équilibre des pouvoirs. Et c'est une marginalisation du Parlement. Le Parlement qui, avec le président de la République, jouit dans un État de la légitimité directe populaire. Le Parlement est la représentation nationale, notamment la Chambre basse, qui est souvent l'Assemblée nationale, qui représente directement la nation, et c'est stipulé dans la Constitution qui va être votée le 16 novembre prochain. Mais en réalité, ce Parlement-là, autant sous l'Ancien Régime, il était déjà infantilisé, neutralisé, verrouillé par le chef d'État et asservi. Mais avec le régime qui va être adopté le 16 novembre, ce Parlement ne retrouve pas ses lettres de noblesse. Au contraire, puisqu'il n'a même plus aucun pouvoir de pression sur le gouvernement. Donc, ce qui veut dire en réalité, lorsqu'on va très loin dans le raisonnement, au lieu de voir que c'est un jeu entre l'exécutif et le législatif, moi je vois plutôt qu'il s'agit d'une marginalisation du peuple dans le processus de décision, de prise en main de son destin, parce que les décisions, en fait, sont prises au Parlement. C'est le Parlement qui adopte les lois. Le président de la République, il met en place un cap, une vision. Il détermine la politique de la nation. Mais aujourd'hui, vous verrez que dans la nouvelle Constitution, il détermine et conduit seul la politique de la nation. Parce qu'il peut nommer son vice-président du gouvernement et révoquer aussi à tout moment. Hein. Oui, bien évidemment, ce sont des assistants. C'est pire encore. Parce qu'en réalité, on aurait encore cru qu'ils seraient des collaborateurs. Bon, mais c'est stipulé dans la Constitution, le vice-président, le président est assisté d'un vice-président. Ah, c'est le concept qui est utilisé? Oui, est assisté d'un vice-président. Est assisté en tant que chef du gouvernement, parce que le président de la République devient non seulement chef de l'État, mais aussi chef du gouvernement, puisque le poste de Premier ministre a été supprimé. Donc, en tant que président de la République, il est assisté d'un vice-président, et en tant que chef du gouvernement, il est assisté d'un vice-président du gouvernement. En réalité, nous voulons nous tourner vers l'avenir. Et ça, c'est un recul en arrière? C'est un recul parce que l'analyse de l'histoire constitutionnelle, du curriculum constitutionnel gabonais, fait que la constitution qui va être adoptée ramène des éléments de la constitution du 21 février 1961, où le poste de vice-président avait été supprimé, où on avait créé les vice-présidents du gouvernement, qui en fait exerçaient par intérim les pouvoirs du président, et où le président était en même temps chef de l'État et chef du gouvernement, et où il pouvait dissoudre l'Assemblée nationale sans que l'Assemblée nationale puisse avoir la possibilité de renverser le gouvernement. En réalité, la restauration des institutions que nous appelons tous de nos voeux et que nous encourageons, parce qu'effectivement, il fallait sortir de 14 ans de glaciation autoritaire de Swali Bongo Ondimba, veut que cette restauration ne soit pas basée sur des valeurs désuètes. Nous considérons aujourd'hui, pour ma part, en tout cas, en tant que juriste, mais aussi en tant que membre du mouvement politique Alliance démocratique et solidaire, qu'en fait, c'est un choix de société. La Constitution, c'est un contrat social. Et c'est le peuple souverain qui décide de déléguer sa souveraineté à des institutions pour la conduite de son destin. Et nous considérons aujourd'hui que c'est un choix à faire entre la prédominance présidentielle qui annihile justement les contrepoids institutionnels, les autres contrepoids institutionnels, et l'ouverture, ou en tout cas la création d'un état d'équilibre institutionnel qui est source de développement. Et je ne suis pas le seul à le dire. Mon confrère, docteur en droit Téléso Rondo, qui faisait partie de la commission de relations, a écrit un fabuleux ouvrage, Plaidoyer pour un nouveau régime politique, dans lequel il indique clairement que le régime semi-présidentiel, effectivement, peut facilement glisser vers le présidentialisme lorsque on maintient la prédominance présidentielle. Nous y sommes.
en réalité, et ce régime présidentiel n'est pas source de développement économique du Gabon. Maître, on va parler rapidement des conditions d'éligibilité au temps. Le texte impose désormais d'être exclusivement et uniquement gabonais, né d'au moins un parent gabonais de naissance et marié à une personne gabonaise. Êtes-vous à l'aise avec cette disposition? Certains la considèrent comme une mesure xénophobe. Alors, en réalité, la réponse mérite la question mérite de réponse. En réalité, plantons d'abord le décor. Cette disposition est la conséquence du sentiment, effectivement, de colère, du ressentiment. Ce ressentiment est encore vif du fait des 14 années vécues par les Gabonais. Et effectivement, ces dispositions sont instaurées par rapport à ce qui s'est passé au sommet de l'État, en considérant effectivement que le Gabonais, en tout cas il s'agit là du Gabonais naturalisé ou du Gabonais binational, est moins patriote que le Gabonais qui a ses deux parents nés Gabonais. Moi je pense effectivement que c'est le résultat d'un ressentiment qui est encore vif. Alors effectivement, c'est certainement un mal pour un bien, pour assainir dans l'avenir un peu la mentalité des dirigeants, parce qu'il s'agit aujourd'hui non pas seulement d'une simple restauration des institutions, mais aussi d'une restauration des modes de pensée. Alors aujourd'hui, sur le plan politique, je peux le lire de cette manière-là, parce que cette disposition est une disposition qui a été recommandée dans le cadre du dialogue national inclusif. Donc ce sont des Gabonais réunis qui ont fait le choix au regard de ce qu'ils ont vécu comme marginalisation pendant ces 14 dernières années et qu'ils ont semblé vivre dans un pays dans lequel ils n'étaient plus maîtres, mais esclaves. Donc par conséquent, il faut récupérer sa propre terre. On peut le comprendre ainsi. Effectivement, vous savez, je n'ai pas de sympathie avec les gens du pouvoir ou d'animosité, mais en tout état de cause, je considère que cette mesure peut s'expliquer politiquement de cette façon-là. En revanche, effectivement... Une forme d'exclusion aussi. Oui, c'est une exclusion aussi, et ça exclut beaucoup. Parce qu'il y a plein de métis au Gabon. Hein. Bien évidemment, et là je vais rechuter, effectivement, pour dire, si dans le cas d'un État, chaque pays souverain est libre d'imposer les critères d'éligibilité à la magistrature suprême. Aux États-Unis, c'est pire. On peut naître de père et de mère américains, mais dès lors qu'on est à l'étranger, on ne peut pas prétendre à la magistrature suprême aux États-Unis. Et pourtant, papa et maman sont américains, mais vous êtes nés à l'étranger, vous ne pouvez pas prétendre à la magistrature suprême. Donc, il y a pire ailleurs. Alors aujourd'hui, et c'est le résultat d'une histoire. Et la Constitution, comme j'ai l'habitude de le dire, et où la règle de droit, c'est le reflet de l'ordre social auquel la vocation à s'appliquer. Et là, aujourd'hui, dans le cas du Gabon, c'est vraiment la résultante immédiate de ce qui s'est passé ces 14 dernières années. Je pense qu'avant, il n'y avait pas eu de telles dispositions de la Constitution gabonaise. On peut citer des noms, des acteurs politiques qui ont contribué à le faire, où les Gabonais se sont sentis marginalisés, où effectivement nos frères africains ou d'autres pays, voire même des Européens, occupaient des fonctions au Gabon que les Gabonais n'arrivent pas à occuper. Et vous savez, ce qui engendre ce sentiment de xénophobie, c'est lorsque le peuple croule sous la misère. C'est ça le problème. Donc cette mesure est en phase avec la colère exprimée par les Gabonais aujourd'hui. Elle est en phase avec la colère exprimée par les Gabonais dans le contexte actuel. Il faut la contextualiser. D'accord, maître. Je me permets de nuancer cette affirmation. Parce que, d'une part, comme l'a dit M. Kara, l'organisation institutionnelle de nos États fait qu'en réalité, depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, le Premier ministre, quoi qu'on en pense, dans nos constitutions, est un chant de chœur amateur. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'a pas de pouvoir en tant que tel. C'est un collaborateur. C'est un collaborateur du président de la République. Ce qui veut dire, d'ailleurs, vous noterez que dans l'exécutif, auparavant qui était bicéphale, parce qu'un président et un Premier ministre, le président de la République, le plus souvent, déterminait et conduisait la politique de la nation, faisant du Premier ministre un simple collaborateur. Donc, en réalité, dire que la modification de la Constitution, c'est du fait du Premier ministre, c'est un tout petit peu
biaisé sur la pratique réelle de nos institutions. Parce que le Premier ministre il ne peut pas dire non au président de la République, même s'il le souhaitait, même s'il disait non, le président de la République, s'il a une idée de modifier la Constitution, la voix du Premier ministre ne sert à rien du tout. Donc c'est pas volonté de ne pas accuser son ancien patron peut-être, hein? C'est peut-être ça. Oui, bien évidemment, parce qu'on sait que le président de la République dans nos États est le Deus ex machina de l'administration. Il est le détenteur de tous les pouvoirs, il fait et défait. Donc en réalité, défaire une constitution pour un président de la République, il n'a pas besoin de l'appui d'un Premier ministre pour ce faire. Peut-être dans des régimes qui se disent un tout petit peu démocratiques, où on veut effectivement faire du Premier ministre le fusible. Parce qu'en réalité, c'est cela. Là, aujourd'hui, le Premier ministre devient le fusible. Mais en réalité, celui qui appuie sur le bouton, c'est le président de la République. Donc, cette accusation, effectivement, comme l'a dit Kara, c'est de bonne guerre. Effectivement, parce que M. Ariel Henry, il est opposé à la nouvelle Constitution. Effectivement, donc là, nous sommes dans la politique. Il faut se rejeter les responsabilités.